je lance mon enregistrement. Vous aurez le support hein, que je vous présente en fin de visio. Je le posterai sur le site du support comme d'habitude. Et puis je vous enverrai aussi un petit questionnaire à la fin dans l'après-midi. Donc, on va voir un certain nombre de points. Alors, voilà, ça rame un peu, parce que comme j'enregistre en même temps, ça va laguer un petit peu de mon côté. Donc, on va voir un certain nombre de points sur les correctifs, modifications qui ont été faits dans la chavante, sur ce qui a été fait dans la partie compta, dans la partie règlement, et puis on fera un point en fin de visio sur ce qui est des maths à venir. On ne passera peut-être pas en revue l'intégralité des diapos que je vous ai mises, mais elles vous feront un socle de base. Voilà, pour démystifier, comme j'ai mis dans les diapos, un certain nombre de choses, parce que je croise des questions des fois un petit peu, on va dire, incongrues, et voilà, pour repositionner un petit peu ce qu'il en est et ce qu'il en sera. Pour rappel, hein, il s'agissait d'une mise à jour et non d'une migration. Bon, ça vous l'avez vu, tiens, d'ailleurs on va en profiter pour modifier la date et passer ça en 2022. Hop. Comme ça c'est fait. Alors je sais qu'on s'y est pris un petit peu en dernière minute, qu'il y a eu des décalages. On fait un petit peu au mieux fonction des disponibilités, des demandes de dernière minute. Vous verrez qu'on a dû traiter un cas légal en demande de dernière minute. Voilà. Je sais aussi que c'est pas... j'ai eu des remarques hein, sur les heures et les jours de formation. On avait deux possibilités, hein, où on vous prévenait pour faire une formation un peu de dernière minute, ou on n'en faisait pas. On a donc préféré prévenir en dernière minute que de ne pas en faire. Il me semblait que c'était quand même plus intéressant. Surtout qu'au départ, ça devait être assez light, et puis finalement, on a pu glisser un certain nombre de choses assez intéressantes, dont deux points légaux qui sont quand même importants à noter. Et j'aborderai avec certains des références suite à une visio d'hier. Je vous garderai peut-être certains en ligne. Je vois Catherine, Cécile, Kathleen peut-être aussi, par rapport à une remarque hier d'une formation de Divalto et sur une évolution réglementaire de TVA pour 2023 dont je n'ai pas entendu parler. Voilà, donc j'aimerais avoir votre point de vue en fin de visio sur ce sujet-là. Côté achat-vente. Alors, côté achat-vente en termes de correction ou adaptation. Atman, tu peux... ouais, t'as la main pour accepter s'il y a des gens qui toquent? Ok, parfait. Donc, quelques petites corrections et informations. On avait un petit souci au niveau de l'API du site de dépose de la GED, dans certains cas, ou en cas de modification du numéro de gestion, le numéro de gestion n'était pas modifié au niveau de l'API du site de dépose. Donc ça a été corrigé, et maintenant, c'est fonctionnel. On avait aussi un cas un petit peu particulier, d'ailleurs ça je l'ai remonté à l'éditeur pour le coup, où on pouvait avoir un BL qui s'imprimait lorsqu'on réimprimait la facture de l'adhérent depuis la dernière mise à jour. Bon, ça c'est un petit flou du standard que je leur ai remonté. J'ai rajouté une modification sur les procédures internes, et ça devrait donc être corrigé et fonctionnel. Pour ceux qui utilisaient la création des tiers avec le bouton recherche sirène, qui est une nouveauté qui est apparue sur la 10.7, ça ne récupérait pas le NAF. Il y a une correction de fait sur cette partie-là, et maintenant ça doit récupérer le NAF sans souci. On avait aussi un petit truc un peu particulier sur l'impression des décompositions sur des factures. Alors c'était dans le cas un peu particulier, c'est sur une facture s'il y avait des lignes d'avoir d'activité composée. Sur l'impression, le signe n'était pas négatif. Le montant global était correct hein, sur toute l'impression, tout le calcul, mais à l'impression, dans ce cas-là, le signe moins n'apparaissait pas. Alors c'était bien dans le cadre d'une ligne d'avoir, d'activité composée, mais sur une pièce de type facture. C'est un petit peu particulier. Et puis ensuite, j'ai constaté que certaines factures étaient déposées en démat sans le préimprimer, et donc n'étaient pas indexées. Effectivement, il y avait un petit trou, on pouvait décocher préimprimé quand on était en démat. Donc ça, j'ai modifié, même topo, ce n'est plus possible. La démat, elle se fait obligatoirement hein, avec le format de
pré-imprimé, pré-renseigné. Voilà pour quelques petites corrections de manière globale. Sur certains points plus particuliers. Alors ça, je sais que ça va vous faire râler, mais à l'instant T, j'ai pas eu le choix techniquement, parce que le développement d'origine n'est pas idéal, et il y a eu des évolutions techniques de Divalto qui ont été faites, qui pour le moment nous obligent à faire ça comme ça. Donc vous pouviez modifier depuis le dossier permanent certaines données du dossier, de ce qui était dans gestion des dossiers. Certaines données du dossier apparaissaient dans la fiche à droite du dossier permanent. Sauf que ces données, elles n'étaient pas, quand elles étaient modifiées à cet endroit-là depuis la dernière version, elles n'étaient pas remontées dans le dossier. Vous aviez beau cliquer sur enregistrer, vous mettez enregistrement correct, etc. Sauf que les données n'étaient pas remontées dans le dossier. On a eu le cas sur des tickets qui sont arrivés au support, où des gens avaient modifié dans le dossier permanent le SIRET, et où en fait le SIRET n'était pas modifié dans le dossier. En fait, il n'aurait jamais fallu pouvoir modifier des données du dossier à cet endroit-là, ou en tout cas pas de la manière dont ça a été fait. Étant donné les évolutions qui sont faites par le standard, que nous on fera aussi par la suite, dans l'immédiat, le plus simple et surtout le plus sûr techniquement était de bloquer la modification de ces données au niveau du dossier permanent pour ne les modifier que au niveau du dossier, de la fiche gestion des dossiers. Voilà. Je sais que ça peut demander un peu une double manip si vous modifiez des données du dossier permanent, des données du dossier. Normalement, c'est quand même pas des données qui sont modifiées tous les jours. Voilà. Mais en l'état, ces données-là, celles qui sont à droite, vous avez maintenant une petite indication. Merci de modifier les champs ci-dessous directement dans la fiche dossier. Comme ça, on est sûr que c'est modifié au bon endroit et que certaines mécaniques standards et de synchronisation sont bien déclenchées correctement. On refera peut-être, enfin on refera vraisemblablement, même si ce n'est certainement la fiche dossier permanent dans les évolutions à venir, mais à l'instant T, voilà, c'était le plus sûr, c'était de bloquer à cet endroit-là. Ça sous-entend que si jamais vous avez fait des modifications de fiches de SIRET, par exemple, dans le dossier permanent ces quelques derniers mois, allez bien vérifier dans la fiche dossier vos informations, parce qu'elles n'auront vraisemblablement pas été remontées. Ensuite, au niveau des matériels, une petite évolution, disons, remise en forme de cohérence. Au niveau de la fiche matériel, il y avait ce qu'on appelle un radio-bouton, là, le multi-choix avec des petits points, qui permettait de faire crédit by LOA LDD, point. Il n'y a pas de lien avec entre ce champ et les emprunts, mais si jamais on cliquait par erreur sur un des trois, on ne pouvait pas annuler. On se retrouvait avec une donnée à cet endroit-là qui n'était pas bonne. Il n'y avait pas de choix emprunt ou il n'y avait simplement pas de choix vide. Donc on se retrouvait avec une donnée qui, certes, c'était pas gênant puisqu'il n'y avait pas de lien avec des fiches emprunt ou quoi que ce soit, mais voilà, c'était incohérent. On pouvait se retrouver avec une donnée qui n'avait pas de logique. Donc ce radio-bouton, il a été modifié par un multi-choix qui porte la valeur emprunt, en plus, puisque celle-ci n'était pas présente à cet endroit-là, mais il porte surtout une possibilité d'un multi-choix blanc. Voilà, pour simplement pouvoir dire qu'on ne renseigne pas l'information à cet endroit-là. Pas d'importance extrême, mais voilà, j'avais eu des remontées là aussi au niveau du support, de personnes qui avaient involontairement cliqué à cet endroit-là et qui, de fait, ne pouvaient pas annuler, vu qu'il n'y avait pas de ce qu'on appelle de valeur vide. Pour info, vous avez pu avoir hier, sur les fiches emprunts, des messages d'erreur. Alors, j'y reviendrai un peu plus loin, la fiche emprunt, elle a été modifiée techniquement, et il y a des contrôles de données qui sont faits maintenant de manière automatique. Il se trouve que on a a priori détecté que lorsqu'un, pas les fiches emprunts d'ailleurs, les fiches matérielles, lorsqu'un matériel est vendu, la fiche matérielle est toujours présente, mais parfois vous supprimez la base de souscription. Parce que elle n'a plus lieu d'être vu que le matériel n'est plus présent. Et c'est à cause de ces bases de souscription dont le code est toujours présent dans la fiche emprunt, mais pour laquelle la base de souscription n'existait plus dans la table des bases de souscription, que vous aviez des messages d'erreur hier. Parce que maintenant, il y a des contrôles automatiques de données. Donc quand on ouvrait la liste des emprunts, il contrôlait la cohérence des données. Donc il allait regarder si la base de souscription était existante.
Or, quand elle a été supprimée, ça mettait un message d'erreur. Alors, on a enlevé ce message d'erreur, mais là aussi on en discutera avec les référents. Ça veut dire qu'on peut se retrouver avec des matériels qui ont une base de souscription à l'écran qui en fait n'existe plus. C'est pas dramatique en soi, mais demain, eu égard à tout un tas d'évolutions techniques avec ces fameux contrôles automatiques, vous pourriez vous retrouver avec ce type de message d'erreur comme vous avez pu avoir en affichant les listes de matériel hier. Ça a été corrigé en fin d'après-midi. Ensuite, au niveau de l'impression. Alors, au niveau de l'impression, plusieurs choses. Premier point, on a modifié la mention qui apparaissait sur les factures. Historiquement, sur les factures apparaissait société à capital variable. Il se trouve que ce n'était pas la bonne mention pour les CUMA qui devait apparaître à cet endroit-là. Je vous ai mis une copie en haut, alors là c'est peut-être pas très visible dans la visio, mais vous le verrez, hein, une copie de l'article adéquat, ça a été confirmé par les juristes de la FN, sur les mentions qui devaient apparaître, et en l'occurrence c'est Société coopérative agricole qui doit apparaître, suivi du numéro d'agrément. Quand ce n'est pas une CUMA, apparaîtra par exemple pour une fédération de coopératives agricoles, parce que c'est le terme qui doit apparaître. C'est ce qui est explicité ici, hein, société coopérative agricole, ou union de coopératives agricoles, ou fédération de coopératives agricoles. C'est une petite modification, mais ça permet de se mettre en conformité avec la bonne réglementation. Et on a en conséquence modifié quelque chose d'autre, c'est le numéro d'agrément qui s'imprime. Alors déjà avant il s'imprimait en double, et ce n'était pas forcément le bon numéro qui s'imprimait. Le petit souci, c'est qu'on a plusieurs champs pour gérer le numéro d'agrément HCCA. Il y a le champ ici, numéro d'agrément, qui est le nouveau numéro, celui en 5 numériques. Et puis il y a un autre champ qui s'appelle numéro de CUMA, qui était l'ancien champ délivré par le HCCA. Et puis certains le mettent directement dans le numéro de gestion. Bon. Étant donné qu'il y a quand même beaucoup de dossiers, on ne vous demande pas de repasser sur tous les dossiers, on a fait une mécanique d'impression pyramidale. Il va se passer quoi? Si vous avez renseigné un numéro d'agrément dans le champ ici, numéro d'agrément HCCA, c'est celui-ci qui s'imprimera. Donc il s'imprime en premier. Si dans ce champ il n'y a rien, le programme va aller voir dans l'ancien champ, c'est lui qui s'appelle ici numéro de CUMA, et imprimera donc la valeur qui est dans l'ancien champ. Quand je mets imprimé en premier, imprimé en deuxième, les champs ne se suivent pas, hein, on est bien d'accord. Hein. C'est s'il y en a un, ça le prend, s'il n'y en a pas, ça va regarder le suivant. La preuve, vous voyez bien ici, ça a mis 11010 et ça n'a pas mis l'ensemble. Si ni le numéro d'agrément HCCA, ni le numéro de CUMA, c'est-à-dire l'ancien numéro, ne sont renseignés, le programme ira imprimer le numéro de gestion, en troisième. Normalement, avec tout ça, on doit avoir au moins un numéro qui s'imprime. Dans la logique, les CUMA qui ont des anciens numéros, qui ne sont pas que numériques, ou qui font une certaine taille, ou qui font plus, je sais plus, de 5 ou 6 caractères, vous avez le champ dans numéro de CUMA, l'ancien, pas de souci. Vous n'en avez pas dans le nouveau, pas de souci. Si vos CUMA ont changé et ont récupéré un nouveau numéro, vous mettez bien ce nouveau numéro numérique dans le premier champ, et ça sera ce champ qui s'imprimera à la suite, donc comme on voit ici, Société coopérative agricole, numéro d'agrément HCCA 11010. Attention, pour l'histoire de société coopérative et de fédération de coopératives, ça sous-entend qu'il faut que le dossier soit correctement paramétré en termes de type de dossier, hein, CUMA, fédération, ce genre de choses. Si jamais vous avez des comportements bizarres, vérifiez donc vos paramétrages, et puis en cas de besoin, revenez vers le support. Et donc si vous avez des interrogations à ce sujet, vous avez copie ici de l'article de... je ne sais plus, je crois que c'est le code rural ou un truc comme ça qui mentionne ça. Ensuite, et toujours sur l'impression, on a fait une modification pour le choix de l'adresse de la CUMA sur la facture. Qu'est-ce qui va se passer?
désormais, vous avez dans le dossier un multi-choix qui apparaît. Alors, je vais basculer hop, ici et je vais vous montrer. Si on va dans le dossier, hop, je suis bien à Chavante. Vous avez désormais ici un multi-choix qui apparaît. Par défaut, il est initialisé à blanc, ça ne change rien au comportement que vous aviez, on est vendredi, que vous aviez, mettons, lundi ou mardi. Dans ce multi-choix, vous avez désormais la possibilité ici de dire que sur l'entête de facture, vous souhaitez qu'apparaisse l'adresse du président, du secrétaire, du trésorier ou du vice-président. Il n'y a pas de notion, par exemple, on m'a demandé de secrétaire adjoint, parce que les secrétaires adjoints, il peut y en avoir plusieurs. Donc là, on n'a que des fonctions uniques, et sur lesquelles on a des critères de recherche uniques. Si vous renseignez à cet endroit-là d'aller rechercher l'adresse du président, ça ira donc rechercher l'adresse qui est dans la fiche contact, du contact qui porte la fonction président. Ça sous-entend qu'il faut qu'elle soit correcte. Hein. S'il y a une fiche président avec une adresse vide, ça imprimera une adresse vide, hein, bien évidemment. Donc ici, par exemple, si je réaugmente un tout petit peu hop, le temps de vous montrer. Ici, j'ai défini que je vais chercher l'adresse de mon trésorier, enfin en l'occurrence de ma trésorière, donc celle qui a la fonction T, et donc ici, ça récupère les informations de cette adresse et ça va imprimer ici l'adresse de la trésorière. Ça prend juste l'adresse. Le nom de la CUMA, lui, est bien repris de la fiche dossier, pas de changement. Et dans ce cas, apparaîtra automatiquement un petit bloc complémentaire, siège social, qui reprend, lui, l'adresse de la fiche du dossier, telle que c'était fait avant l'adresse principale. Donc on se retrouve certes avec deux adresses, mais l'adresse principale de correspondance et l'adresse du siège social. Donc aujourd'hui, pas de changement, tout a été initialisé à blanc. Si vous voulez faire les modifications, vous allez dans le dossier et vous choisissez ici ce que vous souhaitez imprimer. J'ai vu une main se lever, Sophie, a priori peut-être pour une question. Oui, au niveau du numéro de téléphone, c'est le numéro de téléphone de l'adresse du trésorier ou le numéro de téléphone de la fiche CUMA? Aujourd'hui, c'est le téléphone de la fiche CUMA, mais la question peut se poser, bonne remarque. Je vais laisser mon collègue Matman noter ça en parallèle. Et oui, cela rajoute chez, ouais, tout à fait. Parce que pour la poste, c'est des fois plus clair d'avoir cette information pour retrouver les infos. Alors là aussi, hein, je conseille dans ce cas-là que sur la boîte aux lettres de Gisèle, on écrive CUMA des Vallées. Parce que les postiers, des fois, vous pouvez avoir des comportements, on va dire, de non-distribution de courrier un peu pointilleux. Donc là aussi, autant que la boîte aux lettres soit bien en adéquation avec ce qui est écrit dessus. Je ne sais pas si Christelle de Bretagne est connectée aujourd'hui, mais c'est par là, pour info, qu'on rajoutera le choix établissement pour pouvoir imprimer les données de l'établissement. Et pour les autres, vous comprendrez par la suite sur une autre petite modification. Ensuite, alors, la notion d'entreprise individuelle, ça c'est une des raisons du décalage de la modification, du décalage de la mise à jour. Donc c'est une demande qui nous est apparue par les Hauts-de-France, hein, je ne nommerai personne autour de la table, et qui a été discutée, enfin que je remette le lien vers l'article, qui a été discutée donc avec le service juridique de la FNCUMA. Je vous passe tout le texte, hein, vous pouvez le lire. Donc c'est une nouvelle notion de raison sociale qui est apparue au mois de février. Et a priori, certains ont eu des petits soucis parce que sur les factures qui étaient émises, ça apparaissait Monsieur Dupont-Jean et non EI Dupont-Jean. Et donc on nous a remonté que certains avaient des petits soucis par rapport à ces données présentes sur les factures.
Donc, en soi, rajouter un titre de raison sociale ne posait pas de problème, sauf que si on rajoutait de manière brute le titre EI, on n'avait plus d'information du sexe de la personne, et c'est une information que certains souhaitaient logiquement conserver. On a donc fait une modification. On a donc ajouté, bien évidemment, donc le titre EI, entreprise individuelle, pas de souci, ça c'est quelque chose qui était facile à faire. Par contre, on a ajouté un champ complémentaire qui est le champ civilité. Ce champ civilité, il n'apparaît que si on saisit la raison sociale EI. Je vous montre. Tac, je ressors et je vais dans mes adhérents. Si je prends, peu importe, hop, voilà, on va prendre lui par exemple. Donc lui, il est monsieur. Si, alors normalement, d'ailleurs, il doit donc faire la démarche pour passer en EI. Si je le passe en EI, va apparaître ici automatiquement le champ civilité. Ce champ civilité n'apparaît que dans le cadre du EI. Ça n'a pas de raison d'apparaître dans le cadre d'une EARL, ça n'a pas de raison d'apparaître si le titre était monsieur directement. À partir de là, je peux renseigner monsieur ou madame, pas de souci de ce côté-là. Donc comme ça, on conserve l'information. Alors vous me direz, s'il s'appelle Jean, il n'y a pas de souci. S'il s'appelle Dominique, ben, ça peut être intéressant de savoir si c'est monsieur ou madame. Et cette information, par la suite, en cas de modification ou autre, par rapport aux données qui sont présentes, alors là je suis sur une base où tout n'est pas encore synchro, on retrouvera de manière automatique l'information sur le contact qui est mutualisé. Donc le contact qui est mutualisé, c'est celui qui est de nature adhérente, on rappelle, hein, et pour lequel le code contact vaut le code tiers. Rien n'empêche de créer d'autres contacts sur cette fiche, qui ne sont pas les contacts mutualisés, et pour lequel on crée un contact en précisant le titre monsieur, madame, puisque de base, les contacts sont censés être des êtres humain. Hein, le contact ici, qui est de type adhérent, c'est qu'un contact technique qui nous sert à la mutualisation. Donc cette info, elle n'apparaît que en cas de EI, elle apparaît automatiquement à l'affichage. Voilà, on voit bien la différence ici, entre celui-ci et celui-ci. Elle apparaît même topo sur les adhérents que s'ils sont de type EI, et elle est reprise également sur les fiches de table fédérative. Et elle apparaît également, elle sera reprise également si vous faites une création de tiers depuis les données de la base fédérative. Il y a une petite FAQ qui a été faite sur le site du support. Je vais en profiter pour y aller, puis comme ça je recopierai le lien dans la doc. Donc on a fait une petite documentation à ce sujet sur le site du support. Très simple. Hop, dans les FAQ ici, gestion de la mention entrepreneur individuel. Je vais copier mon lien. Voilà. Donc c'est expliqué ici. Vous avez un lien vers le site Juricuma qui reprend ces informations, hein, le site des juristes de la FN. Et puis donc vous avez quelques imprimes écran et explications ici. J'en profite pour copier mon lien ici. Alors, on nous a demandé si on pouvait transformer en masse tous les monsieur ou madame en EI. Oui, nous on peut le faire. Ça, c'est pas compliqué de transformer en masse tous les monsieur ou madame en EI. Le seul petit souci que nous ont monté les juristes, c'est que certains monsieur ou madame pouvaient devoir rester en monsieur ou madame et ne pas passer en EI. C'est ce qui est mis ici, hein, la mention ne concerne pas les personnes physiques qui adhèrent au titre d'intérêt agricole sans pour autant être exploitant agricole. Nous, si on fait une modification en masse, c'est binaire, hein, c'est tout ou rien. Donc, les personnes qui sont physiques, qui adhèrent, blablabla, elles seraient aussi transformées en EI. Normalement, a priori, c'est aussi à l'exploitant de faire la démarche pour dire qu'il est passé en EI. Nous, on fera ce que vous nous demandez, avec des écrits, bien évidemment.
Mais voilà, je précise, c'est binaire. Si on transforme les monsieur ou les madame, ça sera tous les monsieur ou madame. À vous de revenir remodifier éventuellement les personnes physiques qui ne seraient pas de type EI. On ne traitera ces modifications donc que par écrit, demande sur le site du support. Je ne traiterai pas de modifications en direct sur ma boîte mail. Demande au support si vous voulez des modifications en masse. Et la demande doit être claire. Éventuellement le numéro de la CUMA, le département concerné et ou la fédération concernée. Mais pas un email « merci de modifier toutes nos CUMA ». Ça, c'est pas traitable en termes d'information. Donc voilà, une demande claire d'un responsable, pas la secrétaire de CUMA, voilà. Je veux une demande d'un responsable d'AGC ou de fédération avec des informations claires pour remettre les informations. Attention, on ne pourra pas faire de retour arrière. Hein. Donc là aussi, faites attention voilà, à ce que vous nous demandez. Comme je disais, hein, s'il y a des personnes qui ne devraient pas être transformées en EI, donc si on fait des modifs en masse, on les transforme automatiquement en EI. On mettra le champ civilité avec le monsieur ou madame, ça il n'y a pas de souci de manière automatique vu qu'on l'a, mais voilà. Donc, ticket support et information claire pour que ça soit fait. Donc bien évidemment, sur l'impression, au lieu de retrouver Monsieur Dupont-Paul, on retrouvera EI Dupont-Paul. Voilà, ça c'est comme vous retrouvez ERL machin ou GAEC truc, c'est la même logique. Ensuite, quelques petites informations. Alors, peu de CUMA gère la partie stock, mais ça permet quand même de préciser quelques petites informations et des améliorations à ce sujet. On a rajouté des accès rapides au référencement. On a rajouté également, enfin remis parce qu'il était standard, mais il avait été enlevé vu que peu de stocks sont utilisés, la notion de code tiers chez le fournisseur. Et on a fait une petite modification pour tous les articles qui étaient uniquement achetés là, de nature impayée et qui n'ont pas de tarif de vente. Par défaut, il y avait le petit marqueur, la point d'exclamation, pas de tarif de vente, qui n'avait pas de raison d'être. Et donc, dans ce cas-là, on a modifié la fonction pour que ce marqueur n'apparaisse pas sur les articles de nature impayée. Voilà, trois petits points d'amélioration pour les CUMA qui gèrent la partie stock. Autre amélioration pour les CUMA qui gèrent la partie stock ou d'autres choses. On a intégré dans la saisie par activité et dans notre facturation une notion qui existe en standard, hein, mais qui aujourd'hui n'est pas utilisée, qui est la notion d'établissement. Vous savez, normalement, une société peut avoir des établissements juridiques. Là, ce n'est pas forcément des établissements juridiques le cas en question, c'est même d'ailleurs pas du tout des établissements juridiques le cas en question. Mais le but, c'est le cas d'une CUMA qui souhaite séparer sa facturation et son compte de résultat sur deux grosses activités. Donc c'est une CUMA qui fait 1,2 million de chiffre d'affaires, une activité travaux et une activité atelier. Elle souhaite avoir vraiment des factures à l'entité travaux et des factures à l'entité atelier et des facturations séparées. Tout ça, ça ira dans la même comptabilité, c'est la même CUMA juridiquement. Mais voilà, c'est un fonctionnement qu'ils avaient avant sur un autre logiciel en ayant 3 dossiers, un dossier CUMA travaux, un dossier CUMA atelier et un dossier consolidé. Plutôt que d'avoir 3 dossiers et de faire 3 comptas, on intègre tout dans MyCUMA Compta et on intègre cette notion d'établissement. Alors, vous amusez pas à la paramétrer tout seul, si elle vous intéresse, revenez vers moi. Là, c'est aussi une CUMA sur laquelle on déploie le stock en même temps, mais cela dit, c'est une notion qui n'est pas liée au stock. C'est le cas voilà, de 2 CUMA où vous souhaitez séparer 2 grandes activités. Donc là, en l'occurrence, travaux et ateliers, mais ça pourrait être, je sais pas moi, deux autres activités. Et derrière, ça sous-entend que toutes les éditions de type grand livre, balance analytique et autres sont donc filtrables par code établissement. Et on pourra sortir aussi un bilan Excel filtrable par établissement. Pas le bilan standard, puisque les établissements n'influencent pas le bilan. Le bilan, c'est le bilan de la société. Par contre, notre bilan Excel, étant donné qu'il est spécifique, lui, on pourra sortir
un bilan compte de résultats de l'activité atelier, un bilan compte de résultats de l'activité travaux. Donc c'est un ensemble de paramétrages qui sont à faire, qui ne sont pas anodins. C'est pour ça, voilà, nous, on le prend en main. Il y a plusieurs paramétrages à faire côté achat-vente, côté comptabilité. Mais voilà, ça c'est quelque chose qui sera désormais possible. Et ça influencera aussi, je disais tout à l'heure, l'impression des factures, puisqu'on pourrait vouloir que les factures de l'atelier apparaissent à une certaine adresse, les factures de travaux, une autre adresse, par exemple. Le champ, il n'apparaît que si la gestion par établissement est activée. Donc si vous n'utilisez pas la gestion par établissement, le champ n'apparaîtra pas pour vous, ça ne change strictement rien. Voilà, si vous êtes intéressé ou si vous avez des doutes sur ce que ça fait par rapport à des cas, n'hésitez pas à revenir vers moi pour que voilà, je vous en dise un petit peu plus sur l'intérêt de cette fonctionnalité qui va être mise en pratique d'ici quelques semaines dans cette CUMA. Autre petite adaptation, alors il nous reste un paramétrage en masse à faire, les arrondis à 4 décimales. Depuis, je crois que c'était la version 10.4, on peut faire des tarifs à 4 décimales, mais par contre, vos paramétrages de dossier n'ont pas été adaptés. Donc les arrondis continuent de se faire à 3 décimales. C'est pour ça que certains, et on a encore vu passer un ticket hier, avec des prix, alors c'est quand même particulier d'avoir des prix à 0,0005 €, mais bon, soit, puisque c'est possible, pourquoi pas. Forcément, les arrondis se faisant à 3 décimales, ça crée des arrondis de calcul un petit peu particuliers. Donc voilà, ça, on va faire une modification d'une requête à passer en masse, on ne l'a pas faite mercredi soir, et ça réglera les problèmes d'arrondi de calcul quand vous avez des tarifs à 4 décimales. Ensuite, ça peut vous servir ou pas. Alors le premier, il est purement pour nous en administration, le deuxième peut vous servir. Il y a des nouveaux imports-exports Excel. Alors pourquoi il y a des nouveaux imports-exports Excel? Et donc pourquoi la table matérielle vous insultait, si je puis dire, hier? Deux raisons. On modernise certaines tables pour les adapter aux nouvelles normes de développement de Divalto. Et deuxième chose, ces tables, on va avoir besoin de faire des imports-exports dedans, eu égard à la reprise des dossiers de NeoCUMA, de vos camarades du Sud-Ouest. La table matérielle, c'est une table spécifique qui a été développée il y a une dizaine d'années, dans la techno d'il y a une dizaine d'années. Donc petit 1, on l'a modernisée en techno plus récente, et de fait, petit 2, on peut désormais faire des imports-exports de matériel par Excel, puisqu'on va avoir besoin de reprendre les matériels de ces fameuses CUMA qui utilisaient NeoCUMA dans le Sud-Ouest. Attention, aujourd'hui, il n'y a pas de lien et pas de mise à jour automatique des IMO. C'est un import-export brut pour le moment, on avance bout par bout. Donc si vous faites un export puis un réimport de données de matériel, ça mettra à jour la fiche matérielle pour le moment uniquement. On fera des ping-pong avec les fiches IMO et autres par la suite. Dans un premier temps, c'est un import-export brut des fiches matérielles. Je n'ai pas fait de documentation parce que tous ces imports-exports sont basés sur la même mécanique, strictement la même mécanique, et le même type de fichier Excel, et vous verrez, il y en a d'autres aussi qui sont apparus en comptabilité. Donc l'import-export matériel, vous avez la main, l'import-export de table spécifique, vous n'avez pas la main, parce que ça touche les marques et les codes nationaux, qui sont des choses qui sont maîtrisées en interne par Dimitri et Nassim. Cela dit, on pourrait vous les extraire plus facilement par Excel, si vous souhaitiez la liste des codes nationaux par Excel. Côté comptabilité, alors là c'est plus une information et vous retrouvez les liens vers les documentations qu'a fait Atman il y a quelques semaines à ce sujet. Ça concerne pas des masses de CUMA ou de sociétés qui sont présentes dans MyCUMA Compta, mais voilà, on vous le glisse pour info. Donc on a, Atman a réalisé une petite doc par rapport au standard pour extraire un SIG et donc un solde intermédiaire de gestion ou un besoin de fonds de roulement depuis les programmes d'extraction paramétrables. Et dans la doc, vous aurez aussi possibilité de récupérer un modèle, que celui qui est à l'écran. Comme tout modèle, il est adaptable, hein, c'est un modèle standard. Voilà, ça vous permet de faire ce type d'export, je dis import, d'export Excel pour générer donc un SIG ou un BFR
vous avez le lien vers la documentation ici qui est présent sur le site du support. La documentation sur le site du support. Donc voilà, on a fait une petite doc parce que, alors on n'en a pas souvent, mais on a un ou deux tickets dans l'année qui nous demandent ce type d'infos. Donc voilà, comme ça maintenant, vous pourrez le retrouver. Une petite adaptation simple mais pratique. La coupable, tiens, se retrouvera dans mon écran. On a facilité, on a fait une petite adaptation là sur l'import-export sur l'intégration des écritures d'emprunt pour récupérer automatiquement le filtre de la banque qui est allié au journal. Ne rigole pas, je te vois. Voilà, pour faciliter, vous avez pour info les petites flèches qui expliquent d'où sont récupérées les informations. Donc comme ça, désormais, le filtre ici sera récupéré correctement et ça vous simplifiera l'intégration. Ensuite, alors ça c'est à tester en réel. Je n'ai pas encore eu le temps d'ailleurs de le tester en web, pour le moment je l'ai testé que de cette manière-là. Vous savez que vous avez des soucis historiques avec votre raccourci CTRL-T quand vous êtes en web, ça on n'y peut rien, hein. Quand on est en web c'est les raccourcis du navigateur web qui sont préférentiels, point. C'est comme ça que les choses sont faites. Donc le solde de TVA, il avait un raccourci, donc il y a un bouton, il avait un raccourci sur le CTRL-T. On ne pouvait pas modifier le raccourci de cette manière-là, et on ne pouvait pas mettre n'importe quel raccourci dessus. Donc pour le moment, la petite astuce qui a été trouvée, qui fonctionne à l'écran et qui devra être attestée en web, c'est une combinaison. Vous mettez un point et vous faites CTRL-D, et ça déclenchera automatiquement la mécanique. Le CTRL-D tout seul ne pourra pas fonctionner. C'est pour ça qu'il y a une petite astuce, c'est de faire point CTRL-D, et ça doit déclencher la mécanique quand on est en web. J'ai pas le choix. Quand on est en web, on est dépendant des navigateurs web. Il faudra vous plaindre à monsieur Google, à monsieur Microsoft ou à monsieur Firefox. C'est de cette manière-là que ça fonctionne. Donc voilà, point et CTRL-D, ça permet de déclencher, quand on est en web, la même chose que le CTRL-T. Normalement, voilà, taper le point et pas... je pense que ça explosera pas les temps de saisie. Et pour ceux qui veulent conserver les raccourcis plutôt qu'aller chercher le bouton, on fait de cette manière-là. Dans le cadre des évolutions du programme de saisie d'écriture, etc., il y a d'autres choses. C'est pour ça qu'on a fait aussi quelque chose de simple pour le moment et de pas tout révolutionner. À tester, j'avoue que comme on n'a pas de web test, avec la mise à jour, on l'a fait que mercredi soir, j'ai pas pour le moment encore testé en web. J'ai testé à l'écran, mais pas encore en web. Peut-être que Atman, entre deux, pendant le reste de la visio, si tu peux faire un test en web et me le confirmer, on sera preneur. Si ça marche pas, il faudra attendre d'autres évolutions, c'est que j'ai pas la main en web pour faire autrement, il faudra donc le faire en allant appuyer sur le bouton. Merci. Ensuite, petites évolutions sur la fiche emprunt. Donc là aussi, parce qu'on fait évoluer la fiche emprunt, c'est une vieille fiche. Je vous fais le même laïus que pour le matériel. On a modernisé le code et on aura besoin de faire des imports-exports pour la reprise des emprunts de vos collègues du Sud-Ouest. On en a profité pour simplifier deux choses. Le type emprunt, c'était une table qui n'avait que deux choix. Voilà, on a dégagé cette table et on a mis un multi-choix. Ça allège nos développements. Et même topo au niveau de l'assurance, d'abord le champ assurance ici est très peu utilisé. Il y avait une table où les choix, il n'y en avait que 3 ou 4, n'avaient pas évolué depuis des années. On a donc mis un multi-choix. Ça nous allège en termes de développement et ça prépare l'évolution vers le standard. Pour information, notre module emprunt a servi de base à la standardisation dans Divalto d'un module emprunt. Donc, le module emprunt de la version qui est sortie en fin d'année, standard dans Divalto, c'est quoi? C'est notre module qui a été repris par Divalto. On a eu plusieurs réunions avec Divalto et vous verrez quand vous basculerez sur la prochaine version, vous ne serez absolument pas perdu en trouvant les nouvelles fiches emprunt standard, puisqu'à 95% ce sont les mêmes. La bonne nouvelle, c'est qu'ils intègrent en complément et en standard ce qui est LOA, LDD et Crédit Bail. Donc voilà, soyez pas étonnés qu'ici, il n'y ait plus de table, mais un multi-choix
qui est d'ailleurs emprunt ou LOA. Cela dit, la LOA techniquement n'est pas gérée dans la fiche, donc c'est pour ça que c'est emprunt qui est intégré par défaut. D'autres imports-exports Excel, donc import-export des emprunts qui sont désormais possibles par Excel. Si vous voulez exporter voilà, des emprunts, vous pouvez les exporter. Et puis pour ceux qui passent au prélèvement, les mandats, on devait les traiter d'une manière un petit peu tordue. Maintenant, on peut faire un import-export Excel des mandats. Alors le but, c'est pas d'importer les emprunts pour éviter le calculateur. Hein. Là, c'est parce qu'on va avoir besoin, dans le cadre de Neokuma, de faire des reprises d'historique. Vous savez comme moi que des fois, il peut y avoir des problématiques d'arrondis divers et variés ou d'emprunts décaissés au fur et à mesure. Voilà, donc on a besoin de reprendre ces infos. Par contre, si vous aviez besoin à un moment pour une quelconque raison d'exporter, que ça soit juste la liste des emprunts ou en même temps les tableaux d'amortissement de tous ces emprunts, vous avez désormais la main sur ces imports-exports. Côté règlement, une nouveauté. La coupable est toujours en haut à droite de mon écran. Décidément, cette journée. On a ajouté quelque chose pour essayer de suivre un petit peu plus facilement les mises en redressement judiciaire. Alors c'est une V1. Hein, c'est quelque chose que j'ai discuté avec une utilisatrice. On peut tout à fait faire des compléments, je suis preneur de retour, on pourra faire une V2 puisque ça s'appelle V1. Voilà, c'est une première version de quelque chose qui a pour but de vous faciliter la suivi de factures. Alors ça se passe au niveau des effets et pas des factures pour pouvoir le suivre plus facilement, qui serait à marquer en redressement judiciaire. Donc depuis je vous montrerai en manipulant. Hein. Depuis l'écran de pointage, donc accessible depuis la saisie d'écriture en banque ou depuis le module règlement encaissement remise direct de chèque, on a ajouté un petit bouton pour ajouter un marqueur RJ ou enlever un marqueur RJ. Pour ne pas entrer en conflit avec la manière dont fonctionne l'écran en standard, les lignes qui sont traitées par ce marqueur, c'est une ligne. Quand elle est pointée avec le petit V vert, et le petit V vert, c'est un pointage qui se fait avec la barre espace. On n'a pas utilisé le même pointeur que le double-clic qui permet de marquer l'effet pour qu'il n'y ait pas de conflit entre les deux. Si je bascule, hop, ici, hop là, liste direct de chèque. Donc moi j'y vais par ici, hein, mais c'est le même écran que celui que vous trouvez. C'est le même écran que celui que vous trouvez en saisie en banque si vous souhaitez passer par la saisie en banque. Je dois avoir des effets là-dessus. Voilà. Si je veux prendre ce chèque par exemple et noter qu'il fait partie d'une série, enfin ce chèque, cette facture, noter qu'elle fait partie d'une série de factures qui ne sera pas payée pour cause de redressement judiciaire, donc c'est moi qui sera mis en attente. J'appuie sur ma barre espace, ça fait apparaître mon petit V vert ici, et je clique sur marqueur RJ. Ça me confirme que l'effet est marqué en RJ, ça me recharge l'écran avec un petit marqueur. Donc je peux en pointer, il n'y a pas de souci, hein, je peux faire un topo, marqueur de RJ, ça me recharge l'écran pour afficher le marqueur. Une fois que c'est plus en RJ, je repointe et je clique sur sortir de RJ. C'est qu'un marqueur simple. Je ne sais plus si sur vos écrans il apparaît par défaut, s'il faut aller le rechercher avec la roue crantée. Je crois que je l'ai mis comme quoi il devait apparaître par défaut tout de suite à cet endroit-là. Donc c'est un petit marqueur. Ce marqueur, donc le but c'est de pouvoir facilement retrouver cette information. Aujourd'hui ce n'est qu'un marqueur. Il n'y a pas d'alerte ou d'empêchement de pointage. Hein. C'est des choses sur lesquelles on pourrait tout à fait réfléchir, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de notes par exemple automatiques ou de choses comme ça, parce que c'est comme je disais une première version. Hein, je ne doute pas qu'à l'usage j'aurai des retours sur la pratique. Et il apparaît également sur l'impression des impayés. Donc il apparaît à l'écran ici au niveau des impayés.
et il apparaît à l'impression. Alors à l'impression, on ne peut pas imprimer la petite image. Hein. À l'impression, il apparaît à cet endroit-là. Aucune incidence aujourd'hui autre sur des impressions de balance, des relances ou autres. On va le noter, ça peut faire partie des choses qu'on travaillerait en version 2. Hein. Je dis aujourd'hui, c'est juste un marqueur qui est mis à cet endroit-là. Ça ne bloque pas le pointage, mais on pourrait imaginer que ça bloque le pointage. On pourrait imaginer qu'elle ne ressorte pas en relance. Voilà, on peut tous avoir une imagination sans limite. Mais voilà, je suis preneur pour le coup d'infos parce que, moi vous doutez, au quotidien, je gère peu de factures en redressement judiciaire. Donc voilà, je suis preneur de remontées d'informations, ce qui serait intéressant à faire en alerte ou en blocage sur ce marqueur. Le champ, il est en dur dans les faits, donc il n'y a pas de souci. On peut traiter des choses dessus. Donc voilà. N'hésitez pas à l'utiliser, faites-nous des retours, et puis comme ça on pourra le compléter. C'est quelque chose sur lequel j'échange avec l'éditeur, puisque il n'y a pas aujourd'hui de choses à ce sujet-là. On échange avec l'éditeur sur le RJ, les douteux, sur tout un tas de choses sur ces sujets-là. Donc voilà, je suis preneur d'infos, et bien évidemment lui est également preneur d'informations. Pendant qu'on est dans les impayés, alors, j'avais dit je ne touche pas aux impayés tant qu'on ne fait pas la prochaine version. Bon, on a quand même fait une petite adaptation pour faciliter la traçabilité des factures exceptionnelles, particulièrement dans le cas de fusion de CUMA. Il y a des départements où il y a des CUMA qui s'amusent à fusionner par groupe de 5 ou 6, et c'est pas toujours facile à suivre, je compatis. Donc, désormais, sur la liste des impayés, on reprend tout le temps, parce qu'avant, ce n'était repris que... Il y en a un qui était repris pour les clients, l'autre pour les fournisseurs, enfin, c'était pas totalement tout le temps repris. Maintenant, on reprend tout le temps le votre ref et le votre pièce en commentaire sur la liste des impayés. Et on a également modifié sur cette liste-là, quand on faisait des reprises des factures exceptionnelles, la notion de capital social n'était pas lue, puisque cette notion-là, elle était lue à partir du code d'opération des véritables factures. Or là, c'est des factures exceptionnelles, il n'y a pas de véritables factures. Donc on a trouvé une petite astuce, et désormais, on voit bien, ici c'est des factures en 999, donc c'est des factures de reprise. Désormais, la notion de vente de capital social ou avoir de capital social est bien reprise. Et d'ailleurs, si c'est, alors là je ne l'ai pas mis pour alléger mon imprimé écran, mais si ces pièces de capital social ont un votre référence et un votre pièce, il s'affichera également. Je sais qu'il y a d'autres choses à corriger sur cette liste d'édition qui sont beaucoup plus complexes, donc c'est pour ça qu'on ne les a pas fait. Celle-ci, j'avoue, n'était pas hyper compliquée à faire, donc on a pu la traiter assez rapidement et assez... Enfin, rapidement, c'est pas sûr, mais on a pu la traiter assez facilement. Donc voilà, ça permet, en cas de fusion de CUMA ou simplement d'ailleurs de factures exceptionnelles, de bien avoir ces informations avec un retour à la ligne automatique pour les champs, parce que bien évidemment on a toujours des petites problématiques de place sur ces impressions où il y a beaucoup d'informations. Ensuite, un petit plus qui est présent dans un écran en particulier, mais qui pourrait être déployé dans d'autres écrans. Ça, c'est le cas d'un comptable qui pointe des virements et qui, des fois, peut avoir besoin de corriger le RIB au moment où il pointe les virements. On a ajouté dans l'écran de pointage des virements la possibilité, avec un petit bouton, d'accéder directement à l'effet. Et ça permet de corriger éventuellement directement le RIB, si le RIB n'est pas bon à cet endroit-là, sans être obligé de ressortir de l'écran. Je ne sais pas si Benoît est présent ce matin, mais c'était ce qu'on avait vu ensemble. Voilà, exactement. Voilà. Donc c'est l'accès dont on avait parlé tous les deux. Donc à tester et à confirmer si ça fonctionne bien. Ensuite, des nouveautés entre Divalto et l'AGED. Guillaume. Oui. Donc je vous confirme, je viens de faire le test pour contrôle D pour son TVA, donc ça fonctionne bien sur mon HTML. Ouais, le point plus le contrôle D. Oui,
c'est ça. Ok. Voilà. Donc c'est pas forcément aussi rapide qu'un raccourci, mais enfin point CTRL D, ça reste normalement assez rapide à taper, et ça réglera ce souci du CTRL T. Alors, au niveau de la GED, bon ça c'est quelque chose qui est entre guillemets plus nouveau, mais je l'ai rementionné, comme ça on l'a dans la documentation. Donc pour les personnes qui utilisent la GED, pour faire les demandes d'ouverture de la GED au CUMA, il y a un bouton qui a été ajouté dans le dossier. Ce bouton précharge automatiquement les informations des administrateurs de la CUMA, donc c'est l'occasion d'aller contrôler et mettre à jour les bonnes informations. On peut mentionner si on leur autorise ou pas la suppression. Aujourd'hui, on peut rajouter un salarié. Je sais que j'ai eu des demandes, on complétera pour pouvoir rajouter 1 ou 2, 3 salariés à l'ouverture, un petit commentaire. Donc ça, c'est le bouton qui vous permet de faire les demandes d'ouverture de la GED au CUMA. Il y a une date aussi qui est mentionnée. Dans le petit écran, nous on fait les ouvertures la veille de cette date. Ensuite, concernant la GED, le bouton « Voir dans la GED », avant, quand il y avait un seul document, il ouvrait automatiquement le document. C'est pratique. Le petit souci, c'est que si vous vouliez supprimer ce document ou le modifier, vu que l'enregistrement d'Andivalto ne s'ouvrait pas, ça ouvrait directement la démat, vous n'aviez pas possibilité de venir le modifier ou le supprimer. Si vous avez relié par exemple par erreur un document, vous ne pouviez pas le supprimer. Maintenant, le bouton « Voir dans la GED » affichera toujours la petite page de lien et on recliquera pour ouvrir dans la GED. Ça fait certes double-clic, mais ça vous permet de pouvoir modifier, supprimer ou corriger le lien GED. Et puis il y avait aussi un petit bug au niveau du pictogramme qui disparaissait quand vous cliquiez sur la ligne. Le petit pictogramme qui indique qu'il y a un lien avec la GED. Ce petit pictogramme qui pouvait disparaître quand on cliquait sur la ligne a été corrigé. J'allais dire une chose, mais je vais attendre la diapo suivante. Ensuite, en termes de nouveautés, on a ajouté au niveau... Alors, il faut que je revérifie parce qu'il était prévu de s'ajouter à 2 endroits. Je crois que je ne l'ai ajouté qu'à 1, mais c'est pas un souci. Emprunt, bouton, démat. On a ajouté un bouton, ce qu'on va appeler de dépose rapide, directement à partir de MyCUMA Compta. Si je vais, par exemple, sur une fiche matérielle ou une fiche IMO, puisque le lien GED de la fiche matérielle ou de la fiche IMO est le même, hop, si je vais, par exemple, sur une fiche matérielle. Tu pourras tester Atman en web par rapport à ce qu'on disait hier, si après le reboot des serveurs, le site est autorisé ou s'il faut que je revoie avec Netensia. Ok, pas de souci. Hop, je prends ici, par exemple, ma charrue. Donc, j'ai toujours le bouton pour lier un document, pas de souci, mais si je veux déposer un document, il faut que j'aille dans la GED, que je renseigne le code dossier, etc. Maintenant, j'ai un bouton ici, déposer un document. Il m'ouvre un petit pop-up, je suis en classeur GED, ça précharge des infos. Par défaut, on a mis facture d'achat au tableau d'amortissement des emprunts, j'ai pas mis toutes les listes. On pourra compléter au fur et à mesure. Là, on part du principe que généralement, c'est plutôt une facture, des types factures qui sont déposés sur ces matériels-là, mais on pourra compléter, il n'y a pas de souci. Je peux mettre la date du document, mettons que c'était un document au 5 décembre, et puis je mets un petit complément de libellé. Je fais entrer, ça m'ouvre le site de GED, donc je me log. Il y a un contrôle qui s'effectue. Le premier contrôle qui s'effectue, il ne faut pas qu'il y ait de documents qui soient en attente de dépose. Si jamais, au moment où vous cliquez sur ce bouton, vous aviez des documents qui étaient sur le site à votre nom, mais pas déposés, il y a un premier contrôle qui vous dit que la dépose externe, elle ne peut être réalisée que si précédemment vous avez bien déposé tout ce que vous aviez. Vous voyez, là, moi, j'ai un truc qui traîne en mémoire. Ça, il ne faut pas qu'il y ait de trucs en mémoire pour que cet appel se fasse. Donc, je vais le supprimer. Je reviens sur mon bouton pour vous montrer. Démo, je log. À partir de là, je peux aller rechercher mon fichier.
Peu importe, hein, je prends n'importe quel fichier. Et ouais, donc il faut bien que je revoie avec notre prestataire. Alors, vous l'utiliserez, puis vous me direz, parce que ça doit précharger les informations totalement ici. Et j'ai des cas où ça ne le fait pas, et j'ai des cas où ça le fait. Aujourd'hui, je n'ai pas diagnostiqué pourquoi. Donc il faut que vous l'utilisiez et que vous me fassiez des retours. Parce que hier, je lui ai dit, ça marche pas, on a refait un test, ça a marché. Là, vous voyez, j'ai un souci. Donc il faut que vous l'utilisiez et que vous me fassiez des retours pour qu'on essaye de comprendre pourquoi des fois ça marche et des fois ça ne marche pas. Je vais retenter pour vous montrer la logique. Il faudra qu'on affine. Donc normalement, à partir du moment où vous faites ça, vous vous loguez, on va chercher, on se log. Je vais aller chercher hop, un fichier. Voilà, ça doit charger l'intégralité des informations. Vous voyez ici, ça m'a chargé automatiquement toutes les infos de mon dossier, comptabilité, facture d'achat, le complément du libellé, la date. Et vous avez vu, la fois précédente, ça ne l'avait pas fait. Je n'ai pas encore bien diagnostiqué quels étaient les cas où ça pouvait poser un petit souci. C'est très particulier comme techno. Si vous vous amusez à regarder l'URL, on envoie toute une série de données qui sont encryptées, qui permettent de charger ces informations-là. Là, l'intérêt, c'est que vous n'avez plus besoin à partir de là de renseigner le code dossier, vous n'avez pas besoin de renseigner que c'est une facture d'achat, vous n'avez plus qu'à déposer votre fichier. Point. Donc ça, on l'a mis au niveau des matériels, des fichiers mots. Il faut juste que je vérifie au niveau des emprunts, si je l'ai fait ou pas, mais c'était prévu aussi au niveau des emprunts pour pouvoir déposer de manière rapide un tableau d'amortissement. L'intérêt de ce bouton, c'est que demain, une fois que vous aurez fait ça, on saura récupérer l'ID du document pour vous éviter d'aller saisir le lien manuellement. J'ai eu la chance d'avoir le contact direct du directeur technique de Zindoc. On a échangé à ce sujet et voilà, il nous a expliqué comment on pouvait retomber sur nos pieds à ce niveau-là. Donc en passant par cette méthode-là, demain, on pourra récupérer directement le lien et vous n'aurez plus besoin ensuite d'aller ici sur lier un document. Ça sera automatisé. On le fera avant le prochain sprint parce que c'est des choses assez indépendantes. Donc je pense qu'on pourra le mettre en prod si la personne qui développe le site web me le fait en courant décembre ou janvier. Je pense que c'est quelque chose qu'on pourra mettre en prod en début d'année. Ce bouton, si vous souhaitez qu'il apparaisse dans d'autres endroits, il faut me le dire. C'est des fonctions globales, donc je peux le mettre partout. Il faut juste me dire où. Je ne sais pas moi, dans une fiche client, une fiche fournisseur. Je pense qu'on l'ajoutera sur la saisie d'écriture. Enfin voilà. Dites-moi où il pourrait être intéressant d'avoir tous ces boutons de lien avec la GED. Ils sont encapsulés. Alors les emprunts, oui, c'est effectivement, ils y sont. C'est encapsulé, donc on peut le poser très facilement dans d'autres fiches. Oui. Donc le bug d'IA a été résolu. Donc il okay. faut bien le site. Ok, ouais, donc c'est ça, c'est leur démarrage des serveurs la nuit. Ok, parfait. Ouais. Merci. Donc prérequis pour l'accès, hein, c'est faut pas qu'il y ait de fichiers qui soient dans votre en attente d'envoi précédemment, sinon vous avez ce petit message. Ce bouton il permet d'ajouter que un seul fichier. Hein. C'est un bouton, boum, j'ajoute un fichier. Pas nécessaire d'être logué, hein. À partir du moment où vous avez vu, j'ai ouvert, je me suis logué et ça mémorise les informations. Et donc le formulaire est directement affiché. On arrive sur la fin des nouveautés. Petites infos concernant la partie ClickUp. J'ai la faute. Donc ClickUp, c'est l'outil qui, on va dire, c'est la CRM et gestion de projet des fédérations. Vous êtes un peu moins concerné ici, mais je pense qu'il y a des Bretons autour de la table, et donc vous verrez mardi ce qu'il en est. On a développé des API qui permettent de relier de manière automatique la liste des dossiers entre Divalto et ClickUp. C'est un peu la même chose qui se passera entre Divalto et Theogest demain. C'est un petit peu les mêmes mécaniques. Donc pour les fédérations qui souhaitent basculer sur ClickUp, une première version de cette API qui permet de déverser automatiquement toutes les CUMA d'une fédération dans ClickUp avec un certain nombre d'informations
qui sont reprises de contacts du président, du trésorier, de l'adresse, etc., etc. Avec une synchro monodossier, synchro fédération, ou accès directement à, entre guillemets, la fiche client ClickUp à partir de la gestion des dossiers. Avant de passer à la démat, petite info sur la partie feuille de route de la SAS pour l'année prochaine. Comme ça, tout le monde a toutes les informations et c'est plus simple. Donc c'est la feuille de route de la SAS, elle sera affichée dans notre plaquette tarifaire à un certain nombre d'endroits. C'est une feuille de route globale de l'ensemble des outils, hein. D'ailleurs pas que de la partie MyCuma Compta, on retrouve la partie Théogest, on retrouve les parties liées à planning et travaux, dont le lancement de l'appli mobile, la migration des serveurs, les évolutions de la GED ou de l'API ClickUp. Pour la partie compta, en ce qui vous concerne, donc le plus, ça sera la migration en version 10.9 MyCuma Infinity au mois de juin. Il y aura aussi en amont de ça des changements de serveurs qui seront effectués, alors on ne sait pas encore très précisément, février ou mars, un changement de serveur. Pour vous, c'est censé être transparent, hormis le fait que ça coupera d'Ivalto tout un week-end, le temps de faire la bascule du serveur. Enfin, des serveurs, il y en a quand même un certain nombre, hein, il y en a près d'une vingtaine à basculer, donc c'est pas une petite opération. Et donc on avance, pour les personnes qui étaient référentes ou autres, je sais qu'on temporise les ateliers, mais voilà, on a besoin de continuer du travail en amont avec d'Ivalto. d'Ivalto a travaillé sur un certain nombre de choses, on y va pour des réunions début février, voilà, donc on avance un petit peu plus lentement que prévu pour les ateliers, mais voilà, on avance sur un certain nombre de choses, et donc la bascule côté juin est maintenue sur le principe. Est-ce que vous avez des questions, des remarques autres avant que je passe à la partie des maths sur l'ensemble de ces nouveautés? Je check rapidement la partie chat en parallèle, je vois pas de choses particulières. Ok. Alors, donc quelques mots sur la partie des maths 2024-2026. Ça pourra vous servir de base, hein, ces documents. Ils sont repris de sources qualitatives et officielles, hein, que ce soit l'éditeur, que ce soit des documents étatiques, ou que ce soit pour certains des documents repris de la personne qui est intervenue à l'AGC, au séminaire AGC, qui lui-même d'ailleurs prenait ces documents d'un magazine de la profession comptable assez connu. Hop là. Donc, pour rappel, donc réforme de la loi de finances 2020, avec des objectifs principaux. Bon, toute la partie vous disant que ça permet de simplifier, etc. Soyons clairs, le but principal de l'État, c'est quand même de récupérer l'argent de la TVA comme il faut. Donc, voilà, des évolutions de réglementation à ce sujet-là. J'ai dû mettre quand même quelque part une petite bafouille sur quelques informations qui vous permettent aussi d'argumenter auprès de vos CUMA pourquoi il y a cette réglementation sur des intérêts de gain de temps, de gain de risque d'erreur ou des choses comme ça, pour essayer d'expliquer, de justifier ces évolutions réglementaires ou de les faire mieux digérer, je dirais peut-être, au CUMA. Donc, principaux objectifs, hein, lutte contre la fraude, réduire les temps de traitement, récupérer des informations au fil de l'eau, ça intéresse aussi l'État, hein, de récupérer des informations au fil de l'eau, et donc aussi de diminuer tout un tas de coûts et de déclarations, à terme en théorie, la disparition de la déclaration de TVA. Je vous passe, ça vous permet d'avoir aussi sous le coude des diapos avec les rappels des différents textes. Hein. Si vous voulez vous faire plaisir, vous pourrez aller lire les différents textes. Voilà, c'est un rappel simple de l'ensemble des articles et du texte, des liens vers les textes et les différentes obligations. Ce qu'il faut retenir, une des principales choses qu'il faut retenir, c'est ce qui se cache derrière ce premier schéma.
parce qu'on n'est pas concerné par tous les flux quand on parle de CUMA. D'abord, il y a des flux France, ensuite il y a des flux à l'international. Ensuite, il y a des flux avec les grands comptes, des flux entre les entreprises et des flux de l'entreprise à monsieur tout le monde. Donc il y a différents flux. Nous, on va être très majoritairement, hop, ça veut cliquer, on va être très majoritairement impacté par ce flux-là, France B2B, par un flux qui s'appelle le e-invoicing. En soi, le e-reporting, on devrait être relativement peu impacté, voire très très peu impacté. Un peu quand même vraisemblablement pour certains cas, vraisemblablement les cas de vente de matériel à l'étranger, par exemple, vont être concernés par le flux de e-reporting. On va se retrouver, si vous vendez des moissonneuses-batteuses dans les pays de l'Est, vous allez vraisemblablement, ça demandera encore des petites confirmations, mais impacté par ce flux de e-reporting côté entre guillemets international. Mais nous, ce qui va nous toucher, c'est le flux de factures électroniques, donc de e-invoicing, dans le cas de la France et d'échanges commerciaux. Le flux de e-reporting, il concerne l'international et les points de vente. C'est-à-dire les gens qui n'émettent pas des vraies factures. Je ne vais pas dire ça comme ça, mais un ticket de caisse en soi n'est pas une vraie facture au sens où on entend les flux de factures. Donc nous, c'est bien ce flux qui nous intéresse, le flux de factures électroniques. Je vous ai mis pour info aussi des liens vers les sites officiels, impôts.gouv, des spécifications ici de la partie qui nous concerne le plus. Donc, surtout la partie e-invoicing, en soi la partie e-reporting, pour le moment, je vais dire, on pourrait presque l'oublier. Donc on a plusieurs types de flux dans cette réglementation et sur ces plateformes. Donc 4 types de flux qui seront transmises. Le flux de e-invoicing qui permettra de transmettre le flux d'information des factures avec des flux dedans, je dirais, financiers et puis des flux de mentions obligatoires. Je vous ai épargné dans ces diapos la liste des mentions obligatoires, ça c'est imbuvable, ça fait plusieurs pages. Le flux de e-reporting qui permet le traitement par les portails publics des données, de données particulières et en l'occurrence dedans, hop là, surtout des données de taxes, de TVA et autres. Un autre flux qui est ce qu'on appelle le cycle de vie des factures. On va y revenir et celui-là, il pourra vraisemblablement vous influencer au quotidien. Mais ça, c'est encore des choses sur lesquelles il faudra qu'on voit comment ça se passe. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas juste de transmettre la facture, mais il faut dire quelque chose, quelques petits points complémentaires. Et puis un quatrième flux qui sera transparent pour vous, mais qui est important à noter, c'est l'annuaire. Tout le monde, toutes les sociétés, tous ceux qui possèdent des SIRET, pour faire très simple, seront présents dans l'annuaire de l'État, dans les annuaires des plateformes de dématérialisation partenaires, de par le SIRET, c'est ce qui permettra de nommer, de retrouver les coordonnées des différentes sociétés. Donc c'est un flux qui sera transparent, bien évidemment, quand on va déposer une facture. Ça ira interroger l'annuaire pour vérifier que l'émetteur et le récepteur sont bien présents dans l'annuaire et ça ira éventuellement mettre à jour des données de l'annuaire. C'est des flux qui seront transparents, mais c'est aussi un flux qui existe. Donc voilà, c'est pas juste transmettre la facture, c'est un peu plus. Transmettre la facture, transmettre des informations fiscales, transmettre des informations sur la vie de la facture et des paiements, et transmettre la mise à jour des coordonnées des sociétés à l'annuaire. Pour fabriquer tout ça, l'État a réfléchi pendant un certain temps à plusieurs circuits. La possibilité d'échanger directement via le portail public, la possibilité d'échanger via des plateformes et autres. Donc tout ça, ça a donné 3 circuits ABC. Le flux dont on entend le plus parler, dont vous avez dû entendre parler, c'est le fameux modèle en Y. Mais on peut tout à fait utiliser d'autres modèles, dont le modèle en V, et on peut tout à fait utiliser une sorte de modèle mixte qui utilise un petit peu les différents flux, et vous voyez, j'aurai un petit peu en dessous les différents schémas. Ce qu'il faut retenir, donc, c'est qu'il y a plusieurs flux. Bien évidemment, vous n'aurez pas à cliquer 4 fois quand on fera une facture. Et
on n'est pas obligé d'être strictement lié au modèle en Y. Je vais revenir là-dessus. Sur la diapo suivante, alors je vous passe la partie commerciale, celle-ci elle est peut-être plus pour vous en interne si vous avez des interrogations d'administrateurs de CUMA, vous pouvez vous amuser à faire un copier-coller de cet argumentaire commercial, si je puis dire. Alors il n'a rien de nouveau, hein, c'est repris aussi de l'argumentaire de l'État. Les chiffres de réduction des coûts, c'est le rapport de la DGFiP, hein, comme ça, pas de débat. Tout à fait, je vois des têtes qui hochent. Il y a plein de débats sur ces coûts. J'ai fait simple, les chiffres de la DGFiP, voilà. Mais effectivement, je ne vais pas dire qu'on voit de 10 euros, certains vont dire 5, d'autres vont dire 20. C'est pas du salaire de la comptable. Voilà, bon, ça peut vous permettre d'essayer d'argumenter aussi un petit peu et de faire digérer un petit peu le but de cette réforme en interne. J'ai aussi glissé une diapo de calendrier pour rappeler ce qu'il en est. Alors, c'est pour ça que nous, on est très majoritairement sur la partie 2026. Je ne pense pas qu'on ait des CUMA qui soient concernés par la partie émission en 2024. J'ai des doutes sur la partie émission en 2025, donc c'est plutôt pour l'émission en 2026. Je vous ai mis ici, alors c'est peut-être pas très lisible à l'écran, mais vous le verrez, qu'est-ce qu'on entend par une PME, une grande entreprise ou autre. Les seuils sont quand même très conséquents. Le premier seuil, c'est 2 millions d'euros. Le deuxième, c'est 50 millions d'euros et 250 personnes. Alors même si on fusionne 5 ou 6 CUMA, je pense qu'on a un petit peu de marge pour atteindre ces paliers-là. Donc c'est pour ça que je vous dis que pour l'émission, on est plutôt sur 2026. Donc même si on est en 2022, on est quand même assez tranquille. Par contre, il va y avoir la partie réception qui va nous concerner à partir de 2024, hein, l'obligation ici de réception. Ceci étant, l'obligation de réception pour 2024, elle va dans un premier temps être limitée, puisque vous n'allez recevoir que ce qui est émis, donc potentiellement que les factures de très très grosses entreprises. Un exploitant agricole, il n'émettra, ou une CUMA, elle n'émettra qu'à partir de 2026. Donc, si vous avez, je sais pas moi, des relations entre deux CUMA, certes, si on doit recevoir, il faut que la personne ait émis. Donc, ce que vous allez recevoir en 2024, ça concerne quand même relativement peu de factures. Ça n'empêche pas de se préparer, hein, bien évidemment. Aujourd'hui, je l'ai rappelé lors du COMEX de la SAS de fin d'année, on a 2% des CUMA qui ont un compte dans Indoc, en termes de démat. Hein. 2% seulement. Sur ces 2% de CUMA qui ont un compte dans Indoc, il y en a la moitié seulement qui fait du mail. Donc on a un petit peu de marge de progression pour déjà acculturer nos CUMA à ces flux. Alors je sais que certains ne sont pas fans du numérique, etc. Le problème, c'est qu'à un moment, ça sera de toute façon la loi et une obligation. Et ça ne va pas embêter que les CUMA, évidemment, le plombier ou autre, c'est pas non plus quelque chose qui va apprécier faire, mais il y a un moment, il n'aura pas le choix. Donc autant s'y préparer tranquillement. Et concrètement, c'est aussi ce qui se dit en interne, mais au-delà de ça, dans le monde de l'informatique, c'est que si tout le monde se réveille en 2026, on va avoir un goulot d'engorgement. Si nous, on doit activer en 2026 les 3/4 des CUMA, c'est-à-dire 6 ou 7 000 dossiers, concrètement, on ne pourra pas le faire en une semaine. Donc, on ne pourra pas le faire tout court dans les temps. Donc, c'est pour ça qu'il est important de se préparer en amont pour qu'on puisse faire chaque dossier au fur et à mesure, que vous puissiez accompagner chaque CUMA au fur et à mesure. Parce que nous, on ne pourra pas les paramétrer, mais vous-même, si du jour au lendemain, au mois de décembre 2025, vous avez la moitié de vos CUMA qui ne sont pas paramétrés, vous ne pourrez pas suivre le fait de faire vos clôtures et le fait de faire les CUMA. Donc c'est pour ça que c'est important de prendre le temps de se préparer. D'ici 2026, on a largement le temps. Et bon, concrètement, il y aura peut-être aussi un peu de temporisation de l'État pour différentes raisons. Donc voilà au niveau du calendrier. Précision aussi importante au niveau du calendrier parce qu'on me demande est-ce que vous êtes prêts. Mais aujourd'hui, personne n'est prêt pour la bonne et simple raison que la plateforme étatique qui apparaît dans le schéma suivant ne sera livrée que cet été. Donc aujourd'hui, toute personne, tout commercial qui vous dit qu'il est prêt et qu'il a déjà testé les flux,
c'est pas possible. La plateforme, ça sera pas Chorus, ça sera une évolution de Chorus. Bon, alors, en espérant que ça sera mieux que Chorus, pour tous ceux qui ont mis leurs mains dans Chorus. Mais bon, c'est la même boîte qui le développe. Dans tous les cas, elle ne sera livrée qu'en juin 2023. Donc aujourd'hui, on ne peut pas avoir testé les flux, parce que la plateforme n'existe pas. Et même les éditeurs de logiciels, aujourd'hui, la version de Divalto qui est sortie, elle prépare le FactoryX, elle est capable de générer du FactoryX, mais elle n'est pas totalement intégrée au logiciel, et ça le sera que dans la version de l'année prochaine, puisqu'ils ne peuvent pas tester, puisque la plateforme de l'État n'existe toujours pas. Donc ça, c'est un point qui est important à retenir. C'est pour ça que je réponds de manière souvent humoristique aux questions que l'on me pose aujourd'hui en disant « Est-ce que vous êtes prêt ?» Ben non, je ne suis pas prêt, puisque de toute façon, l'État n'est pas prêt. Voilà, c'est aussi simple que ça. Alors, ça ne nous empêche pas d'avancer, mais aujourd'hui, on ne peut pas tester des flux avec des protocoles qui ne sont simplement pas terminés par celui qui les a commandés. Ça, c'est un point important à retenir. On sera prêt dans les temps, bien évidemment, parce qu'on n'a pas le choix. Et Divalto ou Zindoc, on en reviendra, seront prêts dans les temps, parce que bien évidemment, ils n'ont pas le choix. Mais je ne dis pas que ces temps, ils sont un peu temporisés. Parce qu'avec la livraison d'une plateforme en juin 2023 pour des débuts d'application quelques mois plus tard, je rappellerai comment s'est passé la DSN, voilà, on aura peut-être des petites temporisations aussi de ce côté-là. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, pas de paramétrage, mais je considère entre guillemets qu'on est prêt, parce que Zindoc est déjà capable de dialoguer avec Chorus. Donc de toute façon, c'est un peu les mêmes typologies de flux, même si ça ne sera pas la même plateforme. Donc ça, c'est des schémas que vous croisez, et souvent on me dit, voilà, est-ce que Divalto sera prêt, est-ce que Zindoc sera prêt, est-ce que la SAS sera prêt? Donc oui, Zindoc, Divalto ou la SAS sera prêt. Comment le flux il fonctionnera au final? Aujourd'hui, je ne sais pas vous le dire, puisque Divalto ne sait pas totalement le dire non plus, puisqu'il n'a pas toutes les informations de l'État, et que Zindoc ne sait pas totalement le dire non plus, pour les mêmes raisons. Ceci étant, voilà, on pourra tout à fait fonctionner. La logique est la suivante. Ça vous permet de bien comprendre le flux et surtout de bien savoir de quoi on parle entre les différents acteurs. Donc, de toute façon, tout transitera par le portail public de facturation, cette fameuse plateforme qui doit être livrée l'année prochaine. Ensuite, on peut travailler de différentes manières. On peut dialoguer directement avec le portail public de facturation. On peut dialoguer avec le portail public de facturation en passant par des plateformes partenaires, ce qu'on a appelé les PDP. Donc de nous à la PDP et de la PDP au portail. Ou on peut avoir un intermédiaire complémentaire qui est ce qu'on appelle l'opérateur de dématérialisation. C'est-à-dire nous, on envoie à l'opérateur de dématérialisation qui transforme le flux, qui l'envoie à la plateforme de la plateforme partenaire, qui l'envoie au portail de l'État. Ça fait beaucoup de monde. Je ne vous fais pas de dessin, plus il y a de monde, plus il y a de coûts. Donc on va essayer de limiter le nombre de personnes. Derrière, ça retourne vers l'acheteur. Ça peut y retourner en direct, ça peut y retourner par sa propre plateforme, ça peut y retourner par son propre opérateur. Ça, c'est donc ce fameux schéma en Y. Aujourd'hui, voilà, je ne peux pas précisément dire quels seront les flux qui seront utilisés, parce qu'il y a encore des choses à construire. Hop, je vais remonter cette diapo ici. Voilà. Donc, ce qui est sûr, ce qu'il faut retenir par rapport au flux, on va y arriver, ça rame un peu. Ce qu'il faut retenir par rapport au flux, c'est que Divalto sera compatible FactoryX, puisque de toute façon, je dis, il l'est déjà. Je peux m'amuser à vous générer certaines de vos factures en format FactoryX à partir de Divalto. On a eu la démo en début de semaine, il n'y a pas de souci. Ça sera encapsulé et automatisé sur la version encore suivante. Divalto aura des connecteurs avec des PDP, lesquels aujourd'hui, je ne sais pas vous dire, mais il aura des connecteurs avec des plateformes, et il saura faire le e-reporting. Où se positionnera Zindoc dans l'affaire entre opérateur de dématérialisation et PDP, on ne le sait pas encore. Pourquoi? C'est pas les mêmes, règles légales ou les mêmes risques légaux qui se positionnent là-dessus. Entre l'opérateur et le PDP, il n'y a pas les mêmes enjeux légaux, les mêmes risques légaux. Voilà. Donc c'est pour ça que certains vont se positionner en PDP, d'autres en opérateur. Mais aujourd'hui, peut-être que nous, on fonctionnera différemment, peut-être qu'on déposera les factures dans Zindoc, et que puisqu'on a un service informatique en interne, on émettra directement au portail.
direct de nous au portail. Puisqu'on a la capacité de développer en interne, hein, on a développé des API avec Theogest, avec ClickUp, avec tout un tas de trucs, peut-être qu'on on enverra directement les informations à l'administration fiscale en direct de MyCuma Infinity vers l'administration fiscale, tout en déposant la facture dans la GED pour qu'elle soit envoyée par email, pour qu'elle soit archivée dans la GED. C'est deux choses différentes. Il faut voir le fait d'envoyer la facture à votre client et d'envoyer les informations à l'administration fiscale. Dans le format FactureX, il y a ces deux notions d'information. Hein. Il y a différentes notions. Dans le format FactureX, dont on entend parler, il y a quoi? Il y a le PDF, ce que vous connaissez aujourd'hui, ce qui s'imprime, le format humain de la facture, celui que vous envoyez à votre adhérent, celui qui est lisible. Et dans ce PDF, il y a d'accrocher des données XML. Il faut considérer que le format FactureX, c'est une sorte de fichier zip qui contient du XML et votre PDF. Nous, on peut tout à fait dire qu'on envoie le format PDF à Zindoc, qu'il l'envoie à votre client, comme ça se passe aujourd'hui, qu'il reçoit par email, et que pour tout ce qui est fiscal, on envoie les données XML directement à l'administration fiscale. Si je reviens sur mon schéma, c'est tout à fait possible. Et ces flux-là, aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'on fonctionnera de telle ou telle manière, parce que ce n'est pas, comme je disais, encore calé au niveau Divalto, au niveau Zindoc, et en interne de ce qu'on décidera comme flux. C'est des choses qu'on va caler au fur et à mesure pour la partie émission. Pour la partie réception, c'est la même logique, et il faudra qu'on voit comment on travaille. Divalto est capable de lire du fichier XML. Donc si aujourd'hui vous avez un fournisseur qui vous transmet un format FactureX, on est tout à fait capable de le décoder et de l'intégrer dans Divalto pour la partie données. Cette facture, par où elle arrivera, ça, voilà, on doit encore le caler. Est-ce que ça sera déposé sur le portail et nous on ira télécharger vos informations sur le portail, on récupère les infos, on crée la facture dans Divalto et on met le format entre guillemets PDF dans Zindoc, ou est-ce que elle ira dans Zindoc, Zindoc nous renvoie les infos? Ça aujourd'hui je ne sais pas le dire parce que toutes ces informations-là, malgré le fait que ce soit, alors 2024, en juin 2024 on n'y est pas encore, il y a un an et demi, en un an et demi on peut faire encore plein de choses, mais voilà, ces informations-là elles ne sont pas totalement calées, chacun avance, je dis pas à pas, hein. Les briques FactureX de Divalto, elles sont sorties il y a quelques semaines, parce que chacun avance pas à pas, et parce qu'il y a encore aussi des calages de normes de dernière minute. Je vous ai mis dans cette série de diapos, je vous passe, hein, c'est plus, ça vous fera des mémos, un petit focus sur le e-reporting, pour bien que vous essayiez de différencier ce qui est le flux de facture électronique, le e-invoicing, ce qui est le flux de reporting financier, donc toute la partie taxes et autres, qui est voilà, détaillé ici, ce que ça fait, dans quel cadre ça intervient, etc. Je vous passe, vous pourrez lire l'ensemble des informations. J'ai remis donc aussi ici une petite diapo pour bien expliquer quels sont les différents opérateurs. Ce fameux portail public de facturation, qui donc lui va centraliser les échanges, qui contiendra le fameux annuaire des entreprises, qui garantira aussi un certain nombre d'informations, dont l'unicité de la facture, le fait qu'on ne va pas déposer deux fois la même facture, et puis qui permettra aussi donc à l'État de recueillir un certain nombre d'informations et de les transmettre à l'administration fiscale. Les plateformes de dématérialisation partenaires, donc qui font l'office d'intermédiaire entre les entreprises et le portail de facturation, tout le monde ne peut pas se décider PDP. Ces entreprises, elles seront immatriculées avec un numéro d'immatriculation 3 ans renouvelable avec un audit de conformité. C'est pour ça que je dis que ce n'est pas tous les acteurs aujourd'hui qui vont décider d'être PDP. Et puis, les fameuses entreprises, les opérateurs de dématérialisation. En gros, l'opérateur de dématérialisation, qu'est-ce qu'il fait? Il prendrait votre PDF brut, dans lequel il n'y a pas du tout les fameuses données XML, et il le transformerait en FactureX pour l'envoyer à la plateforme. L'opérateur de dématérialisation, il interviendra dans le cadre des logiciels qui ne sont pas capables de générer du XML. Il est là pour ça, il a été pensé pour ça. Un logiciel qui générerait que du PDF et qui ne serait pas capable de générer le format FactureX
envoie un opérateur de dématérialisation qui génère le format FactureX et qui l'envoie à la PDP. C'est pour ça que nous, normalement, la partie opérateur de dématérialisation, on pourra s'en passer. Mais c'est ce que fait aujourd'hui Zindoc dans l'interface Chorus. Aujourd'hui, pour les quelques CUMA qui ont des interfaces Chorus, quand on dépose le PDF en méthode Chorus dans Zindoc, Zindoc, il lit les données dans le PDF, il lit toutes ces données-là, il génère le fameux format équivalent au FactureX et il l'envoie à Chorus. Donc, c'est pour ça que je dis tout ça, on sait déjà le faire en grande partie. Ce qui reste à caler, c'est vraiment à quel flux on choisit. Donc là aussi, ça vous permet de bien comprendre le rôle de chacun. J'ai mis un petit focus pour info aussi voilà, sur le rôle des fameuses plateformes. Voilà. La seule chose que je peux vous dire par rapport à ça, c'est méfiez-vous des commerciaux qui vont essayer de venir vous vendre des PDP parce que vous avez un copieur Canon et que après tout, pourquoi pas imprimer vos factures, les balancer dans le copieur Canon, puis Canon va vous vendre sa PDP. Voilà. Méfiez-vous de tout ça. On l'embarquera dans MyCuma Compta. Donc, vous n'avez pas d'utilité aujourd'hui à aller acheter, entre guillemets, des PDP ou des opérateurs de dématérialisation externes. On saura faire du FactoreX et on saura se brancher là où il faut, au PDP ou à la plateforme de l'État. Par contre, si vous décidiez vous-même de choisir vos propres opérateurs, on ne se branchera pas avec, sauf si vous nous payez une prestation de développement. On se branchera aux opérateurs, ou à l'opérateur que choisira la SAS. Vous comprendrez bien qu'on ne peut pas faire des développements avec 50 opérateurs dans 50 départements. D'ailleurs, on se branchera même très vraisemblablement, autant que faire se peut, directement à la plateforme de l'État pour éviter les intermédiaires. Voilà, celle-ci, je vous l'ai présentée tout à l'heure, rappelant ce que sont les différents formats, et donc ce fameux format FactureX. Dernier schéma, et là aussi, je pense qu'une fois qu'on aura un petit peu avancé, on travaillera ce sujet avec les référents. C'est le cycle de vie. Et alors encore, c'est la version allégée du cycle de vie. Le cycle de vie complet, il contient 50 points. C'est assez imbuvable. Donc là, on ne parle que d'une chose. On parle de la dépose, ou de la réception, mais on parle de l'envoi de la facture. Donc tout ça, il n'y a pas de souci. Aujourd'hui, vous envoyez des factures, ça, c'est pas un problème. Sauf qu'il y a d'autres flux qui vont être obligatoires. Typiquement, si un acheteur rejette une facture, il devra envoyer cette information dans ce flux. Donc aujourd'hui, si par exemple, vous avez une facture fournisseur et que vous la rejetez, c'est une information que vous devez transmettre dans les temps à l'ensemble des plateformes. Que ça soit un rejet ou que ça soit un refus. Et également quand elle est payée. Vous devinez donc qu'il y a peut-être, mais je dis peut-être parce que ça c'est pas précis encore, un petit souci si on fait les comptas une fois par an. Parce que normalement on est censé envoyer dans ce flux l'information dans les temps que la facture est encaissée. Si on la saisit un an plus tard, je ne sais pas ce que dira la plateforme. J'ai un flou complet là-dessus, à ce sujet-là aujourd'hui, c'est des choses sur lesquelles il faut qu'on creuse. J'ai un flou complet. Voilà. Si vous avez des informations complémentaires ou eu des discussions complémentaires, je suis toujours preneur, mais il y a un petit flou. Parce que ce schéma, il est bien, mais à aucun moment, il y a de notion de timing, de délai ou autre. Il va y avoir vraisemblablement des informations de vérification de cohérence entre l'acheteur et le fournisseur. Bien évidemment, c'est le but de la plateforme de l'État, c'est de vérifier que les sommes sont bien les mêmes des deux côtés pour la même facture. Quid s'il y a des décalages, que l'un dit c'est fait et que l'autre le dit 10 mois plus tard. Voilà. Je sais pas ce qu'il en est, mais voilà, c'est pour ça que j'ai un petit point d'alerte sur ces trois petits éclairs en termes de facture rejetée, refusée, la notion de dire qu'elle est bien encaissée. C'est des choses sur lesquelles il faut qu'on travaille encore. Aujourd'hui, voilà, on trouve ce schéma plus ou moins détaillé, mais on trouve guère plus d'informations. Et même la personne qui est venue faire les présentations là au séminaire, l'instant T, il y a encore des ateliers de travail, mais pas forcément beaucoup plus d'informations sur ce sujet. Voilà ce que je voulais dire sur cette partie. Il faut retenir,
essayez de vous préparer le plus possible avec le Zindoc actuel et la démat actuelle. 2, on sera prêt dans les temps, il n'y a pas de souci, même si aujourd'hui le flux n'est pas clair, on sait qu'on sera prêt dans les temps, parce que les acteurs avec lesquels on travaille, que ce soit Divalto, Zindoc, seront prêts, ou même nous en termes de développement. Et 3, vous ne laissez pas abuser par d'éventuels commerciaux qui en profiteraient pour vous vendre des trucs complémentaires. On l'embarquera. Coup ou pas coup, ça je ne sais pas le dire aujourd'hui, parce que je saurais le dire quand je saurais précisément quel est le flux, mais c'est aussi une des raisons pour laquelle on veut essayer, nous, d'être le plus en direct possible avec la plateforme étatique, pour limiter les coûts, les opérateurs et les coûts. Voilà. Donc ça peut vous servir de base, hein. Je partagerai, normalement je partage les trucs en PDF, mais là je partagerai le diaporama pour que si vous souhaitez en réextraire des informations, vous puissiez en extraire des informations, et on refera des visios à ce sujet quand on aura avancé, enfin quand l'État ou les différents acteurs auront avancé à ce sujet-là. Est-ce que vous avez des questions sur ce sujet ou des remarques ? Même s'il a entre guillemets rien à voir avec le sprint, voilà, c'était l'occasion de faire ce petit brief.